Oui. that Jennifer, we wouldn't. Jennifer, we are you still there? On a eu le plaisir d'entendre quelqu'un. Bref, on poursuit. Donc, la relation tripartite, tout le débat, c'est bien évidemment si justement l'agence, très souvent, ou le client, si, mettons, je vais prendre des situations là, très concrètes, votre client dit je ne veux pas avoir tel employé, donc vous l'informez que c'est terminé, il ne pourra plus fournir sa prestation de travail à tel endroit. Ben, si l'individu fait une plainte, et c'est toujours là que la problématique survient, c'est encore si quelqu'un n'est pas muté, s'il vous vous mutez. Ouais, ça va bon. Bon, si je peux muter, désolé. Les gens. Donc, on poursuit dans l'exemple. Donc, si je reprends, donc l'agence place une personne, la personne fait l'objet donc d'une terminaison. Évidemment, si la personne donc va aux normes du travail et là, j'ai une plainte, tout le débat s'enclenche à savoir qui est le véritable employeur. Est-ce que c'est l'agence ou le client ou la personne étant signée, pardon. Et cette notion va avoir évidemment énormément d'impact parce que si la conclusion, c'est de dire que c'est le client qui est le véritable employeur, même si l'agence, c'est elle qui a recruté, c'est elle qui le paye, si la conclusion, c'est que c'est le client, ben, l'individu pourrait donc ultimement être réintégré de force, là, mais par ordonnance du tribunal, chez le client serait condamné à payer donc dommages, salaire perdu, etc. Évidemment, dans votre secteur, l'agence, l'un de ses rôles est souvent être un peu de protéger le client, donc elle veut jouer le rôle d'employeur. D'où l'importance, justement, que c'est pas juste de vouloir le jouer, mais de le jouer selon les critères reconnus par les tribunaux. Donc, je vais juste aller sur les critères qui existent depuis... Excusez-moi, juste mentionner qu'on ne voit pas le PowerPoint. Oh, dans un tout petit peu. Ça devrait être là. Je ne sais pas pourquoi il a débarqué. Ah, c'est le fun. L'association ne me donne plus le droit de le partager un peu. Oh, c'est OK. Ça pas long. Ça pas long. J'appelle la personne des hausses, je vous reviens. Là, ça fonctionne. On est capable de voir. Effectivement. Désolé. Donc, tout fonctionne, vous voyez. Oui. Effectivement, la personne. OK, excellent. Donc, la personne ne savait pas pourquoi, mais elle m'avait kické out et je n'avais plus le droit de partager. C'est excellent. Bon, excellent. On reprend la joie de la technologie, c'est pas grave.
Donc, les critères pour déterminer effectivement, là, c'est qui le véritable employeur quand on se retrouve dans le débat justement tripartite. C'est comme vous voyez à l'écran, je vais rapidement la sélection, embauche, formation, donc évaluation. Je vous dirais le critère le plus important vraiment à retenir là, quand il va y avoir des débats, et que ce soit un débat en matière d'accident de travail, que ce soit un débat en matière de fin d'emploi, un débat en matière de harcèlement allégué. Donc, c'est toujours évidemment l'employeur au sens légal du terme qui va devoir assumer toute la responsabilité. Ça va toujours habituellement être le volet de la supervision et ce qu'on appelle la subordination juridique, là, mais c'est, je vais dire un peu de façon imagée, qui cale les shots, là, mais donc, si l'agence a recruté, mais a assigné un employé chez un client et par la suite, elle n'intervient pas en matière disciplinaire, en matière d'évaluation, en matière d'assignation de tâches, c'est évidemment le client qui fait tout. Si jamais il y avait effectivement un enjeu, une plainte ou quoi que ce soit, il est fort probable qu'à ce moment-là, le tribunal vienne à la conclusion que le véritable employeur, ce n'est pas l'agence, mais bel et bien le client ou la personne est assignée. Parce que les différents critères qu'on voit, donc le volet formation, évaluation, discipline, supervision, etc., tout ça, le critère le plus important qui est toujours pris en considération par les tribunaux, c'est donc qui fait l'encadrement, qui intervient en matière de discipline, qui va justement donc superviser s'il y a des enjeux ou faire l'évaluation. Donc, important dans la relation, là, si l'agence joue le rôle d'employeur avec son client, qu'elle assume ses rôles autant que possible. Évidemment, on est tous conscients dans la vie quotidienne où la personne est assignée chez un client, c'est le client là, qui va donner les directives, mais s'il arrive un événement qui mérite une intervention disciplinaire, important que ce soit l'agence à ce moment-là qui joue ce rôle, car si elle ne joue pas, si jamais effectivement il y a un litige, bien à ce moment-là, on va considérer l'employeur, le client et non pas l'agence. Et comme je vous disais, évidemment, l'impact est majeur. Là. Parce que tout le volet, donc, après ça, de gérer la saga, je vais dire, judiciaire, que ce soit la CNSST ou toute autre instance, va être imposé à celui qui va avoir le rôle d'employeur. Et au Québec, je le répète, là, parce que des fois, en common law, en Canada anglais, la notion de multi-employeur existe. Au Québec, ça n'existe pas. Une personne ne peut pas se retrouver avec deux employeurs. Par exemple, il y a le volet des agences, là, mais il y a aussi le volet des franchiseurs franchisés. Donc, mettons, quelqu'un qui travaille au Tim Hortons, son employeur, c'est le franchisé Tim Hortons et non pas le franchiseur. Il n'a pas deux employeurs, mais il y en a bel et bien un seul. Évidemment, aussi, je tiens à souligner, mais peut-être vous le savez, mais c'est au Québec, donc jusqu'à 2018, il n'y avait essentiellement aucun article spécifique aux agences. En ce sens qu'évidemment, tout le cadre légal s'applique aux agences qui sont des employeurs comme tout employeur au pays, mais il n'y avait pas des articles spécifiques qui visaient les agences, contrairement par exemple en Ontario. Et en 2018, sous le gouvernement libéral à l'époque, il y a eu des amendements apportés à la loi sur les normes. Par la suite, la CAQ qui a pris le pouvoir les a poursuivis, qui prévoit maintenant certains articles spécifiques au niveau des agences. Et vous avez, entre autres, l'article 41.1, 41.2. Donc, 41.1 était déjà dans la loi. 41.2 a été ajouté. Et c'est un article encore aujourd'hui, même si ça fait quoi maintenant 6 ans depuis son entrée en vigueur, qui est souvent un peu méconnu, mais qui, des fois, soulève son lot de problèmes. Comme vous le voyez là à l'écran, je n'en fais pas lecture mot à mot, mais ce que ça signifie, c'est une personne donc qui serait assignée mettons, dans une organisation par une agence, ne peut pas avoir un taux horaire, donc c'est le taux de salaire, c'est le taux horaire, inférieur, mettons, aux employés du client qui feraient le même travail, donc uniquement en raison du fait qu'elle arrive d'une agence. Donc, pendant un certain laps de temps, ça se pourrait que, je vais prendre un exemple facile, là, mais je peux vous placer un commis chez Hydro-Québec. Hydro-Québec a déjà 125 commis qui gagnent 30 de l'heure, puis là, il y a l'agence qui place un commis. Donc, pendant quelques mois, c'est normal que cet employé payé par l'agence pourrait gagner, mettons, 26 parce qu'il y a moins d'expérience, moins de familiarité avec l'emploi. Mais après un certain laps de temps, là, ça dépend un peu de la complexité. S'il gagne moins cher, il pourrait à ce moment-là donc invoquer cet article 41.2 en vertu de la loi sur les normes, qui est un article d'ordre public, donc qui s'applique à tout le monde. On peut pas le contourner là, par un contrat ou autre. Et qui prévoit, comme vous voyez, qu'il n'y a pas de raison que la personne ait un taux de salaire inférieur. Rapidement aussi, donc 95 de la loi sur les normes, donc ce qui est en gras, c'est ce qui a été ajouté il y a quelques années et qui vise maintenant spécifiquement les agences, un peu comme si les agences étaient
des employeurs, mais avec un statut particulier, là. Mais malgré le fait que ça fut dénoncé, bref, le tout est en vigueur. Et en 95, là, comme vous voyez, donc l'agence de placement qui, dans le cadre d'un contrat avec l'agence, recourt au service d'un salarié est solidairement responsable. C'est pour justement éviter un peu le volet des relations tripartites où quelqu'un, mettons, si le client ou l'agence est visé par une réclamation, mettons, pécuniaire de la CNESST, pratico-pratique, si, mettons, du salaire aurait été impayé pour des vacances, des fériés ou quoi que ce soit, ben, la commission des normes, donc la CNESST, la commission des normes d'équité de la santé et sécurité au travail, va toujours prendre la position que l'agence, donc, a une solidarité, elle est solidairement responsable avec son client. Donc, si le client ne paye pas, l'agence va être tenue néanmoins responsable des obligations pécuniaires, c'est-à-dire salaire, vacances, fériés, maladie. Donc, c'est un peu le volet de tripartite, mais qui est unique à votre secteur et qui est important là, de saisir parce que ça fait, comme je vous dis, en 1997, il y a eu un jugement de la Cour suprême sur le sujet. S'il y en a d'entre vous qui ont soit fait je sais pas, un bac en RH ou en droit ou autre, vous l'avez sûrement regardé, là, la décision de Ville de Pointe-Claire, mais cette décision-là date de 1997 de la Cour suprême et elle est encore citée dans votre secteur d'activité en 2025 sur justement qu'il y a un seul employeur. C'est une relation tripartite, c'est l'employeur véritable, selon les critères qu'on a regardés, qui va devoir assumer l'entièreté des responsabilités. Travailleur autonome ou employé, donc pourquoi en discuter très souvent, je ne savais pas tous les jours, mais parfois, donc, soit la personne que les services vont être retenus, ou des fois, l'employeur va avoir un intérêt à dire, ben, on va traiter notre relation comme étant un travailleur autonome. Pourquoi? Ben, évidemment, un travailleur autonome, il n'y a pas de retenue à la source, donc on ne paye pas d'impôt à rien. Évidemment, un travailleur autonome fera un rapport d'impôt à la fin de l'année comme une entreprise, mais il n'y a pas de retenue à la source. Le travailleur autonome fait une facture à son employeur, c'est pas un employeur, mais à l'organisation. L'organisation la paye, point à la ligne. Et aussi, du point de vue de la personne, il y a des avantages au niveau fiscal. Du point de vue de l'organisation, évidemment, il y a des avantages au niveau, entre autres, des lois du travail. Pourquoi? Parce qu'un travailleur autonome, bien évidemment, ne bénéficie pas des protections qui sont conférées aux employés par la loi sur les normes du travail ou les autres lois là, qui sont connexes sur la réglementation. Donc, des fois, c'est un win-win un peu pour les gens à première vue. Ils se disent, ben, j'ai un avantage à traiter quelqu'un de travailleur autonome et je vais le faire. Cela dit, même si on décide, genre vous et moi, dans notre relation, de dire qu'on est un travailleur autonome, ça ne nous protège pas ultimement que si jamais on se sépare, et c'est souvent dans ce moment-là que les litiges vont survenir, que l'un ou l'autre aurait recours au fait de dire que ce n'était pas un véritable travailleur autonome. Et au-delà du fait qu'on s'est traité de cette façon-là par contrat, donc par exemple, la personne renvoyait des factures, était payée moyennant facture, fait en sorte que nécessairement c'est un travailleur autonome. Il faudra vraiment regarder les critères élaborés par les tribunaux pour déterminer si on est bel et bien face à un véritable travailleur autonome. Donc, j'arrive au cadre d'analyse. Donc, il y a toujours, vous êtes dans l'une ou l'autre des cas, c'est-à-dire que soit que vous êtes dans un contrat de travail, soit que vous êtes dans un contrat de service. Très rapidement, évidemment, pour être travailleur autonome, on doit rentrer dans la notion de contrat de service. Le contrat de travail, c'est l'employé ou le salarié qu'on appelle. Et le contrat de service, donc, il faut que la personne ait une possibilité de faire des profits. Il faut qu'elle ait une possibilité aussi, essentiellement, elle a une certaine flexibilité. Donc, si quelqu'un vient travailler ou fournit une prestation du lundi au vendredi, 40 heures semaine, elle est payée un taux horaire, donc elle ne peut pas faire plus d'argent essentiellement, elle ne peut pas se faire remplacer. Ben, fort probablement qu'on n'est pas dans le cadre d'un contrat de service, mais bel et bien d'un contrat de travail. On a vu ça juste pour illustrer mon propos, là, des fois, souvent une image vaut 1000 mots, dans le monde financier, donc les industriels, Alliance de ce monde ou bref, les Sun Life ou quoi que ce soit. Donc, embauchaient des conseillers financiers ou conseillères financières qui louaient un bureau en théorie, donc auprès de l'organisation, et ils étaient traités comme des travailleurs autonomes. Cependant, ils ne pouvaient pas offrir leur service à tout concurrent. Ils devaient fournir une prestation de 5 jours semaine, 40 heures. Donc, c'est un peu des employés déguisés ou des travailleurs autonomes déguisés, là, peu importe comment on le voyait, mais c'est pas ça un travailleur autonome. Donc, il y a eu beaucoup de litiges dans ce domaine.
Et souvent, ça arrive, donc, il y a un conseiller financier, ça fait, mettons, 5 ans pour faire une discussion qui travaille, mettons, à Sun Life. La Sun Life dit, c'est terminé, je mets fin à notre relation. Si la relation est effectivement un travailleur autonome, il n'y a aucun souci, je peux mettre fin à ma relation avec un travailleur autonome en cliquant des doigts. Je n'ai pas d'obligation de verser quoi que ce soit. Par contre, si c'est un salarié, je ne peux pas le remercier en cliquant des doigts après 5 ans. Donc, là, il y a eu souvent des litiges et dans l'exemple un peu que je vous décrivais, la conclusion a été que la personne n'était pas un travailleur autonome, même si ça faisait 5 ans qu'elle facturait, mettons, la Sun Life, que la Sun Life payait les factures et qu'il n'y avait pas de bénéfice comme un employé. Il n'en demeurait pas moins qu'on n'était pas dans une véritable relation de travailleur autonome. Donc, la personne a pu être réintégrée avec compensation et avoir gain de cause contre son employeur, malgré le fait qu'elle était traitée comme travailleur autonome. Évidemment, il y a le volet fiscal après, mais la personne devra aussi réajuster sa relation avec les autorités fiscales puis payer rétroactivement les impôts qui auraient dû être faits et autres. Mais au niveau de la relation d'emploi, elle pourrait contester. Donc, contrat de travail, évidemment, c'est le salarié. Contrat de service, le travailleur autonome, évidemment, qui est en jeu. Et le critère encore est un peu le volet de la subordination juridique là, qui va souvent déterminer si on est bel et bien face à un travailleur autonome. Et ça veut dire quoi, justement? C'est est-ce que le travailleur autonome a une certaine flexibilité? Je m'explique. Est-ce que si moi, je ne rentre pas le lundi, je peux faire rentrer un de mes employés? Parce qu'effectivement, un travailleur autonome, c'est une entreprise. Donc, cette personne-là pourra avoir des ressources. Donc, est-ce que la personne a le loisir de se faire remplacer? Est-ce qu'elle peut travailler pour différents concurrents, donc différentes organisations dans le milieu? Et si tel est le cas, elle est bel et bien un travailleur autonome et non pas un salarié. Je vais rapidement là, sur le volet de la subordination juridique. C'est des choses qu'on a déjà glissé un mot, là, puis que de toute façon, vous allez avoir la présentation. Je vais, évidemment, tout le volet, c'est ça, du contrat de service, que j'appelle les must du contrat de service. Donc, qui sont importants à retrouver, je m'explique. Tout le volet de l'incorporation, qui est on dirait un truc très pratico-pratique, ou outil à avoir dans un coffre à outils, je m'explique. Si un travailleur autonome s'est incorporé volontairement, donc c'est-à-dire que c'est devenu un Inc. ou un Limited, là, il a créé une compagnie, donc je ne fais pas juste affaire sur Réaume Perrault, je m'appelle Perrault Inc., mettons, je me suis incorporé. Si mon incorporation est volontaire, à ce moment-là, je ne pourrai pas changer d'idée en cours de route. Je reprends mon exemple. Si je travaille, mettons, pour Sun Life, je suis conseiller financier, ça fait 5 ans, mais je me suis incorporé volontairement. Si après 5 ans, donc, la Sun Life met fin à ma relation et que j'ai été incorporé volontairement, je ne pourrais pas dire, hey, finalement, je ne suis pas un véritable travailleur autonome. La position des tribunaux là-dessus, elle disait, écoutez, vous avez bénéficié des avantages fiscaux notables d'une incorporation, vous ne pouvez pas maintenant changer votre fusil d'épaule. Par contre, si je ne suis pas incorporé, je pourrais, après 5 ans, comme j'expliquais tantôt, prétendre que finalement, je ne suis pas un travailleur autonome, je suis un salarié. Et là, on regarderait la relation à savoir est-ce qu'on était bel et bien dans une relation de travailleur autonome ou contrat de service ou relation donc de salarié en vertu d'un contrat d'emploi. Et l'autre, c'est si mon incorporation a été involontaire, c'est ça, j'ai été forcé obligatoirement. Donc, par exemple, je reprends mon exemple Sun Life. Sun Life me disait Réaume Perrault, ça va nous faire plaisir que vous transigez avec nous, mais vous avez l'obligation de vous incorporer. À ce moment-là, l'incorporation ne pourra pas m'être opposée et je pourrai quand même prétendre être un salarié le jour venu, là, puisque l'incorporation n'a pas été d'une démarche volontaire de ma part. C'est donc, je veux dire, une exception, là, mais un point important à bien saisir qui fait souvent toute la différence entre travailleur autonome et salarié. Je me lance donc dans tout le volet maintenant de l'embauche, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Donc, c'est quoi un peu rapidement la différence? Bien, évidemment, comme la notion dit, contrat à durée déterminée, c'est que vous m'embauchez pour une période, peu importe, 6 mois, 9 mois, 1 an. Bref, vous m'embauchez pour une période qui est fixe, qui est déterminée, un terme au contrat. Alors que l'autre, c'est le contrat à durée indéterminée, ce qui est 90% du temps, ce qui arrive, je vous embauche jusqu'à ce que vous démissionnez ou vous êtes congédié ou licencié. Mais donc, c'est un contrat à durée indéterminée. Il y a un grand impact à choisir une notion versus l'autre.
Et souvent, je dirais, beaucoup d'organisations encore aujourd'hui vont utiliser de façon erronée le contrat à durée déterminée. Et je m'explique. Le contrat à durée déterminée, donc, c'est si je vous embauche, par exemple, pour une période d'1 an, disons, prenons cette durée-là là, pour les fins de l'exemple. Si je vous embauche pour 1 an, et dans 7 mois ou 8 mois, ça ne fonctionne pas, mais quand ça ne fonctionne pas, là, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas fraudé, il n'est pas arrivé quelque chose de grave qui mérite un congédiement sur le champ. On est plus dans une situation où c'est juste que la chimie n'est pas là, finalement, on ne s'entend pas aussi bien comme on le pensait. Donc, si l'organisation met fin au contrat, sa responsabilité, c'est le terme du contrat. Donc, si je prends un contrat d'1 an, si après 7 mois, je me dis, écoutez, je n'ai plus besoin de vous, je mets fin à votre emploi, le risque de la compagnie, c'est de payer 5 mois de salaire. Alors que je vous avais embauché pour 1 an, vous avez juste travaillé 7 mois. Mais le risque, c'est de payer les 5 mois qui restent. Alors que si on était dans une relation à durée indéterminée, bien à ce moment-là, donc, ça aurait été après 7 mois, par exemple, je vous aime plus, essentiellement, à titre d'organisation, la chimie n'est pas là, ben, je peux donc résilier le contrat moyennant tout simplement un préavis ou une indemnité qui en tient lieu. Pour quelqu'un qui a 7 mois, ça serait à peu près 1 semaine, 2 semaines. Donc, vous voyez l'impact. Donc, un peu la même situation, j'embauche quelqu'un avec l'objectif que ça va peut-être être bon pour 1 an, mais il y en a un, je lui donne un contrat à durée fixe. Donc, si je le termine après 7 mois, ma responsabilité, c'est de payer 5 mois en indemnité. Alors que l'autre, si l'organisation l'embauche à durée indéterminée après 7 mois, sa responsabilité sera de payer l'indemnité qui en tient lieu, qui va être une semaine à ce moment-là, tout simplement. Donc, gros impact entre les deux. Et quand je vous disais, il y a beaucoup encore d'organisations, des fois, qui l'appliquent de façon un peu erronée, c'est des fois des remplacements de congés de maternité ou autre. Le remplaçant ou la remplaçante est embauché dans un contrat à durée déterminée, en se disant, ben, je t'embauche pour 1 an, la personne part pour 1 an. Alors qu'on n'a aucune obligation d'embaucher pour 1 an. On pourrait dire à la personne, effectivement, qu'elle est embauchée dans le cadre de remplacement, mais pour une durée indéterminée. Ça se peut que la personne revienne avant la fin de son congé. Ça se peut que la personne reste plus longtemps, peu importe. Donc, en embauchant pour une durée indéterminée, ça donne aux organisations puis à la direction toute la marge de manœuvre. Alors qu'à l'inverse, si on fait signer un contrat à durée fixe, la responsabilité du contrat à ce moment-là est terminée. Donc, point vraiment important de distinguer entre les deux. Je mets le dernier, je veux dire, petit point, une clause de résiliation unilatérale pendant le contrat va être inapplicable. Très souvent, là, surtout quand on est dans, je veux dire, plus des groupes ou des ateliers là, en présentiel, les gens disent souvent, ouais, mais nous, on est correct parce que dans notre contrat à durée déterminée, on a prévu une clause qui dit l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin dans 2 semaines, ou 3, peu importe. Évidemment, tout le monde y a déjà pensé, et le tout s'est retrouvé devant les tribunaux, et les tribunaux, de façon unanime, ont dit, écoutez, si on est dans un contrat à durée déterminée d'1 an, ou peu importe, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, un contrat à durée fixe, les parties ne peuvent pas prévoir dans ce contrat la faculté de le résilier pour 2 ou 3 semaines. On ne peut pas jouer sur 2 tableaux, dire je vous garantis un emploi dans un contrat de durée fixe, mais dans le paragraphe suivant, je vous dis, by the way, je peux résilier le contrat moyennant 1 semaine ou 2. Donc, c'est totalement illogique. Donc, une clause de résiliation là, qui dirait je peux résilier pour 1 semaine ou 2 en cours de route n'est pas opposable à ce moment-là. Et la seule exception, pour ça que vous voyez là, c'est marqué sauf des raisons qui ne découlent pas de la volonté des parties. Ce que ça signifie, donc, c'est si dans le contrat, c'est indiqué, donc l'organisation pourra résilier le contrat avant son échéance, dans la mesure, par exemple, où le bailleur de fonds ou, par exemple, telle subvention cesse, à ce moment-là, ça, c'est légal. Pourquoi? C'est que la résiliation ne découle pas de la volonté de l'employeur et de l'employé, mais d'un tiers. Et je vous donne un exemple où c'est arrivé. Une organisation embauche, mettons, un ingénieur ou peu importe, un chef de chantier pour un contrat de construction pour 1 an, mais indique que si jamais la subvention, dans le fond, donc le bailleur de fonds arrête de payer, évidemment, on va mettre fin au contrat. Et c'est ce qui arrive après quelques mois, donc la personne qui finance le projet, mais qui n'est pas l'employeur, retire l'argent, donc l'employeur n'a plus d'emploi pour l'individu, mais fait un contrat à durée déterminée. Et là, dans ce cas-là, vu que c'était prévu au contrat et que ça ne découle pas de la volonté, employeur-employé, la clause de résiliation s'applique. Mais c'est la seule exception, donc, comme clause de résiliation dans un contrat
à durée déterminée là, pour le faire avant la fin du contrat. Durée indéterminée, évidemment, c'est assez simple, évidemment. Donc, c'est probablement si vous avez vous-même peut-être comme contrat, il n'y a pas de terme, il n'y a pas une fin déjà prévue. La seule chose, évidemment, comme j'indique, doit garder à l'esprit la loi sur les normes du travail. Même si vous avez un contrat de durée indéterminée, donc en principe, c'est un peu un employment at will, donc l'employeur pourrait y mettre fin en tout temps. Il faut garder à l'esprit que la loi sur les normes confère plusieurs protections aux employés et que donc les employés pourraient s'objecter à une fin d'emploi via les recours de la loi sur les normes, même si un contrat à durée déterminée. Ce qui m'amène donc à la loi sur les normes, qui est évidemment loi d'ordre public, d'où l'intérêt, puis l'importance de passer à travers là, certaines grandes lignes de la loi cet après-midi là, ensemble. Donc, loi d'ordre public, elle fixe les conditions minimales des gens au Québec. Donc, toute personne au Québec qui travaille dans une entreprise de compétences provinciales, je passe parenthèse, évidemment, il y a le Code canadien du travail qui est l'équivalent de la loi sur les normes du travail qui s'applique aux entreprises de compétences fédérales et il y a la loi sur les normes qui s'applique aux entreprises de compétences provinciales. Les agences de placement sont de compétences provinciales, donc assujetties à la loi sur les normes. Dans le fond, la réponse se trouve dans la Constitution canadienne qui prévoit, par exemple, que le ferroviaire, les télécoms, le transport interprovincial sont des domaines d'activité assujettis aux lois fédérales, donc au Code canadien du travail, partie 3, et non pas à la loi sur les normes. Mais dans votre cas, les agences sont des employeurs assujettis à la loi sur les normes du travail. Il y a eu donc c'est une loi qui existe depuis longtemps qui s'appelait la loi sur le salaire minimum, mon Dieu, dans les années, je pense, 60, qui a évolué bien évidemment et qui a fait l'objet d'une importante réforme en 2018 qu'on avait appelé le projet de loi 176 et qui a fait l'objet de petites réformes, mais dont une un petit peu plus importante là, en 2024 qu'on va regarder. Son champ d'application, donc, comme je disais, s'applique aux entreprises de compétences provinciales et ce sont les salariés qui sont assujettis. Je m'explique, travailleurs autonomes, donc, sont totalement exclus et ne sont pas protégés par la loi sur les normes. Et les cadres supérieurs ne sont pas également assujettis à la loi sur les normes. Ici, cadre supérieur, on va parler, disons, dans un organigramme traditionnel, vice-présidente, présidente d'une entreprise. Mettons, le directeur des ressources humaines ne sera pas un cadre supérieur. Il peut l'être, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours voir l'organigramme. Il y a des endroits où il n'y a pas de VP, c'est juste les directeurs. Donc, il faut voir la structure, mais un cadre supérieur, c'est quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel important, qui peut lier l'organisation, qui a un pouvoir de congédier, pouvoir d'embaucher. Donc, si on n'est pas quelqu'un qui a de tels attributs, à ce moment-là, c'est un cadre intermédiaire ou inférieur et il bénéficie de la protection de la loi sur les normes du travail. Les principales dispositions, on ne les regardera pas tous. Je pense que ça fait l'objet d'un cours de 45 heures à l'université. On va regarder un peu les grandes lignes, mais dans le fond, tout ce qui est un peu les normes dans la vie de tous les jours dans une relation employeur-employé sont pour la plupart encadrés là, dans le cadre de la loi qui donne le minimum, évidemment, dans toutes les situations. Donc, quelques mots sur la durée du travail, parce que bien évidemment, ça touche tout le monde à tous les jours et particulièrement dans les agences où vous assignez, vous placez des gens, donc vous devez jouer avec ces notions de façon régulière. Donc, en principe, au Québec, donc évidemment, je le dis, mais je vais peut-être le répéter, mais c'est important de garder à l'esprit. Évidemment, ce qu'on regarde, c'est les normes minimales. Par exemple, vous allez voir, il est nulle part prévu dans la législation que quelqu'un gagne 2 fois son salaire en temps supplémentaire. Pas de temps double, ça n'existe pas. Je sais fort bien qu'il y a des endroits où on va payer temps double pour, je ne sais pas, le travail le week-end ou un travail de temps supplémentaire après tant d'heures, etc. Mais c'est juste parce que les organisations vont être plus généreuses, vont donner plus. Ce que la loi prévoit au Québec, c'est assez simple. En principe, c'est 40 heures semaine. Temps supplémentaire est au-delà du 40 heures et les heures au-delà du 40 heures sont majorées de temps et demi, donc de 50 %. Donc, si je gagne 20 de l'heure, je vais gagner 30 de l'heure à partir de ma 41e heure, 42e, mais sans plus. Et il n'y a pas encore une fois, les organisations peuvent donner plus, il n'y a pas de temps supplémentaire quotidien. Entre autres, des fois, dans le milieu syndiqué, c'est
mon horaire de travail est de 8 heures le lundi. Si je travaille 9 heures, je vais être payé 1 heure en overtime. La loi ne prévoit pas ça. La loi, c'est que je pourrais travailler 12 heures le lundi, 12 heures le mardi, puis si je finis à 40 dans ma semaine, je suis payé en temps régulier toutes les heures. Donc, c'est vraiment un 40 heures hebdomadaire qui est prévu. Droit de refus, qui n'existait pas il y a longtemps, mais qui tranquillement a été ajouté dans la loi, qui prévoit maintenant, évidemment, qu'un salarié peut refuser de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles de travail, ou plus de 12 heures par période de 24. Là, mais donc, pratico-pratique, c'est je suis censé finir à 17 heures aujourd'hui. Mon employeur me demande de faire du temps supplémentaire. Je suis tenu de le faire. Souvent, les gens pensent qu'on peut refuser de faire du temps supplémentaire. C'est faux. Les seuls motifs de refus, c'est santé, éducation, garde de la famille, mais je dois démontrer que mon conjoint, ma conjointe ne pouvait pas me remplacer. J'ai pas de belle-mère, beau-père, grand-père, grand-mère, gens qui pouvaient s'occuper, mettons, de la garde. Il y a vraiment une obligation de l'employé, donc, de faire le nécessaire pour rester, de faire le TS requis. Mais après 2 heures, là, il y a un droit de refus. Donc, qui ne peut pas faire l'objet de représailles ou autre. La personne peut refuser de faire du temps supplémentaire. Donc, le 12 heures, j'ai parlé. Ouais. Après, évidemment, aussi, il faut savoir tout le volet du 50 heures. Donc, un salarié peut refuser aussi un autre droit de refus qui est donné, c'est-à-dire donc 2 heures après mon quart ou 50 heures semaine. Donc, après 50 heures semaine, je peux aussi refuser de faire du temps supplémentaire. Il y a une exception prévue à la loi qui, l'exemple facile pour l'illustrer, c'est que vous voyez là, au dernier point sur la diapo, c'est les infirmières au milieu de la santé. Comme vous savez, ils sont souvent forcés de faire des 12 heures de TS puis de rester 24 heures consécutives. Pourquoi? Parce que dans la loi, c'est écrit noir sur blanc qu'un salarié ne peut pas invoquer un droit de refus puis refuser de faire du temps supplémentaire lorsqu'il y a un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population. Donc, c'est en vertu de cette exception que, particulièrement dans le milieu de la santé, les gens sont tenus de faire du TS là, forcé. Ce qui est prévu dans la loi pour la période de repos, encore une fois, comme je vous disais, c'est le minimum. Donc, vous pouvez donner plus, mais donc, période de repos au Québec, c'est 32 heures par semaine consécutives qu'on doit s'assurer de donner. Et pour le repas, c'est 30 minutes sans solde, donc pas payé, qui est prévu à la loi. Après 5 heures de travail, donc après 5 heures de travail, une personne est censée avoir 30 minutes de pause, de repos pour / le repas. Sans solde. Et pour la pause, ou communément appelé le break, il n'y a aucune obligation en vertu de la loi de prévoir une telle pause. S'il y en a, bon, tant mieux, mais souvent, dans toutes les organisations, il va y en avoir, mais il n'y a pas d'obligation statutaire à cet effet-là. Et sur le temps supplémentaire, point très important aussi à connaître, parce que c'est quelque chose avec lequel vous transigez déjà sûrement. C'est tout le volet, donc, de est-ce que le temps supplémentaire s'applique à tout le monde? La réponse est non, je m'explique. Donc, au Québec, il est prévu, noir sur blanc, dans la loi sur les normes du travail, que les cadres, mais là, ici, pas les cadres juste supérieurs, tous les cadres inférieurs, intermédiaires, supérieurs, ne sont pas éligibles au temps supplémentaire. Ça veut dire quoi, pratico-pratique? Je donne un exemple dans le milieu du détail, des assistants gérants ou assistantes gérantes dans une boutique de vêtements ou de chaussures n'ont pas le droit au temps supplémentaire. Ils sont considérés comme étant des cadres inférieurs. Donc, s'ils font une réclamation en disant qu'ils veulent être payés pour leur 41e, 42, ils font beaucoup d'heures souvent, ils n'y ont pas le droit. Donc, le tout s'arrête après 40 heures et ils ne sont pas éligibles à être payés pour les heures additionnelles. Donc, point important à savoir. Je vais juste rester ici. Et l'autre point aussi, non, c'est vrai, je vais y revenir, on va le voir plus tard. Autre exception au temps supplémentaire, c'est le volet de l'étalement qui a fait l'objet en 2018 d'un changement. Je m'explique. Étalement, on va souvent voir ça ou dans des usines où quelqu'un va travailler 50, je vais prendre des chiffrons, c'est plus facile, c'est souvent des 48-36, 48 heures, 36 heures, mais mettons 50 heures une semaine, 30 heures l'autre semaine. Donc, je n'ai pas à payer de temps supplémentaire parce que la moyenne sur 2 semaines est de 80. Donc, 80 divisé par 2, 40 heures étant du temps régulier. Donc, jusqu'à 2018, ça prenait obligatoirement l'approbation de la commission des normes pour faire un étalement des heures. Et depuis 2018, on prévoit maintenant la possibilité entre un employeur et un employé de convenir entre eux d'un étalement, là, comme vous voyez, qui peut être une période maximale de 4 semaines. Donc, quelqu'un pourrait faire 50 heures, 50 heures, 30 heures, 30 heures.
il n'y aurait pas de temps supplémentaire compte tenu que l'étalement sur 4 semaines fait en sorte que la personne est à 10 heures, à 40 heures par semaine. Point, ça qui vient souvent changer je veux dire, la donne dans certaines situations, qui est le volet du droit de refus qui a été ajouté il y a quelques années. C'est un nouvel article dans la loi sur les normes qui donne des casse-têtes souvent à beaucoup d'organisations qui prévoit maintenant qu'un employé peut refuser un changement d'horaire de travail s'il n'a pas été informé plus de 5 jours à l'avance, sauf si c'est quelqu'un qui est en disponibilité, évidemment, donc par la nature de ses tâches, c'est évident, ou dans les limites fixées au paragraphe 1. Les limites fixées au paragraphe 1, c'est le 2 heures de temps supplémentaire de plus par jour qu'on a discuté. Donc, je vous dis aujourd'hui que, je ne sais pas moi, lundi prochain, vous allez devoir changer d'horaire et travailler de telle façon. Vu que je vous le dis, moins de 5 jours à l'avance, vous pourriez refuser. En disant, moi, je refuse le changement d'horaire, ça va aller dans l'autre semaine. Donc, ce fut intégré pour tout le volet de la conciliation travail-famille. Par contre, quand je vous disais, ça entraîne beaucoup de casse-tête. Exemple très pratico-pratique, mettons des brasseurs, que ce soit des Labatt ou des Molson de ce monde, qui souvent apprennent le jeudi qu'ils doivent faire de livraison additionnelle, mettons dans les dépanneurs, les bars, etc. Donc, ils font le week-end qui arrive. Historiquement, le jeudi, donc, ils forçaient certains employés à faire du temps supplémentaire la fin de semaine en modifiant leur horaire. Or, en vertu des droits de refus qui sont conférés maintenant, puis du moins de 5 jours, ben, les employés refusent maintenant de le faire. Donc là, on joue un peu au chat et à la souris parce que ce que les organisations vont faire, vont dire, ben, je vous mets à l'horaire samedi. Donc, plus de 5 jours à l'avance, la personne ne peut pas refuser. Puis à la limite, on coupe la personne si on n'a pas besoin d'elle. Si on a besoin d'elle, ben, elle est tenue de venir fournir sa prestation de travail. Donc, c'est un article qui a été ajouté il y a quelques années, mais qui entraîne souvent son lot de questionnements en application. Et dernier point, c'est le TS important aussi à garder à l'esprit. Quelqu'un qui est payé moyennant un salaire annuel, donc ça arrive souvent, donc je vous paye, peu importe, là, je veux dire 52 000 par année. Votre horaire n'est pas là, vous n'avez pas besoin de poinçonner, vous n'arrivez pas le matin qu'un poinçon à 8 heures, un poinçon à 4 heures. À ce moment-là, je peux éviter le paiement de temps supplémentaire. Pourquoi? Parce que, un, le salaire doit être annuel, et deux, le taux horaire ne doit pas être déterminé, ni déterminable. Donc, je ne vous ai jamais dit que je vous embauchais à 20 de l'heure. J'ai dit que je vous embauchais pour, mettons, 52 000 par année pour faire le travail requis. Donc, le taux n'est pas déterminé. Et il n'est pas déterminable. Ça veut dire quoi, pas déterminable? Je ne vous force pas de travailler à 8 heures tous les matins jusqu'à 16 heures. Donc, vous pouvez arriver à 8h20, vous pouvez arriver à 8h moins 10, vous pouvez arriver à 9h, vous devez faire le travail, là, il y a gros bon sens dans tout ça, mais il n'y a pas, donc il n'est pas déterminable dans ce sens que si je force la personne avec des poinçons, des feuilles de temps de faire telle heure à telle heure, facile de déterminer le taux horaire, alors que s'il y a une certaine flexibilité, la personne, souvent c'est le cas des professionnels, mais les professionnels ne sont pas une exception dans la loi, pourtant ils ne se font jamais payer de TS, c'est essentiellement parce qu'ils bénéficient d'un salaire annuel, puis le taux horaire n'est pas déterminé. Et n'est pas déterminé. Ça, moi, je veux juste voir qu'il n'y a pas de question que ça. Donc, congé annuel, jour férié, chômé, ce que la loi prévoit, je vais juste le répéter, vous en donner plus, c'est le minimum qui est prévu à la loi. Donc, ce que la loi sur les normes prévoit, c'est 8 jours fériés chômés. Donc, dans le fond, c'est 7 plus la fête nationale. La fête nationale fait l'objet d'une loi distincte. Donc, il y en a 7 dans la loi sur les normes du travail. Et le 8e, qui est la fête de Saint-Jean-Baptiste, se retrouve dans la loi sur la fête nationale, qui est une loi d'ordre public aussi d'une dizaine d'articles qui encadre la fête nationale. Le gros changement, c'est que tous les fériés, je peux forcer un employé à travailler un férié. Évidemment, je dois payer son férié puis payer sa prestation de travail. Pour la fête nationale, elle est encadrée par une loi distincte et je ne peux pas faire travailler les gens à moins qu'il y ait vraiment un risque, un danger. Mettons, chez une fonderie, une aluminerie, évidemment, fermée 24 heures, ça coûterait des centaines de milliers de dollars de mettre fin de fermer les fours, etc. Donc, là, à ce moment-là, je peux continuer de travailler, mais un entrepôt, en principe, ne peut pas travailler à Saint-Jean-Baptiste. Beaucoup de gens vont rouler 120 km, même si la norme est 100. C'est un peu la même chose, mais en principe, ils ne pourraient pas ouvrir la Saint-Jean.
Pour l'indemnité, phase 5, c'est le 1/20e des 4 semaines précédentes qui sont prises en considération sans tenir compte des heures supplémentaires. Et juste pour, des fois, j'ai toujours voulu connaître le passé, ça permet de comprendre le présent, là, mais pourquoi un peu le 1/20e? Il fait une époque où on disait que on payait une journée, mais là, on trouvait injuste, un moment donné, que des employés à temps partiel se retrouvaient à se faire payer une journée pleine alors qu'ils pouvaient travailler juste peut-être 6 heures par semaine. Donc, la loi, pour être équitable pour tout le monde, maintenant prévoit que c'est 1/20e du salaire gagné. Donc, si je travaille en moyenne 2 heures, je vais avoir 2 heures. Si je travaille en moyenne 8 heures, je vais avoir 8 heures. Le 1/20e, c'est la conséquence de cette fraction. Rapido, là, donc, je ne vais pas dans les détails là, tant que ça, là, je vais les avez à l'écran, vous l'aurez dans la présentation, mais bon, c'est évidemment quelqu'un doit travailler, ben, il est payé sa journée plus l'indemnité du férié. Et on peut remplacer le paiement par un congé compensatoire. Et le choix, donc, appartient là, à l'employeur. Les congés annuels pour les vacances, comme vous savez, là, je vais rapido, moins d'1 an, donc c'est un jour ouvrable pour chaque mois de service continu, jusqu'à un maximum de 2 semaines. Après 1 an, donc 2 semaines, et après 3 ans, 3 semaines continues. Pour toujours le volet là, des vacances, donc le principe des vacances, c'est qu'habituellement, je pars à 0 journée et je les accumule, je veux dire, un peu à la sueur de notre front, puis à la fin donc, de l'année de référence, là, je peux prendre 2 semaines ou bon, 3 semaines, dépendamment de mes années de service. Le congé, donc, supérieur à plus d'une semaine peut être fractionné avec l'employeur. Assez, je veux dire, la situation assez particulière, jusqu'à il y a quelques années, bref, jusqu'en 2018, il était encore, plein de gens le faisaient quand même, mais il était illégal au Québec de payer des vacances par anticipation. Depuis 2018, maintenant, c'est autorisé, là, mais ça doit être prévu au moment de l'embauche. C'est quoi des vacances par anticipation? Dans le fond, c'est probablement ce que vous avez tous eu quand vous avez commencé à travailler. Je m'explique. Quand habituellement on commence à travailler à quelque part, comme je veux dire, professionnel ou agent de bureau ou autre, normalement, on va se négocier. Je n'ai pas 3 semaines de vacances. Je commence à travailler, j'ai 3 semaines dans mon année. En principe, la loi ne prévoit pas ça. La loi prévoit que vous avez dû travailler votre année complète et là, vous accumuliez vos vacances. Puis après 1 an, donc, vous avez le droit de prendre des vacances payées. Et jusqu'en 2018, ça ne fait pas si longtemps que ça, la loi est ainsi faite, ce qui était totalement absurde. Et finalement, la loi donc a été amendée. Maintenant, c'est prévu qu'avec l'employeur, on peut justement s'entendre qu'on va avoir des vacances qu'on appelle par anticipation. Donc, vous commencez à travailler, vous avez le droit à 3 semaines, peu importe à 4 semaines, c'est ce que vous avez négocié. Vous pouvez les prendre dans votre première année. C'est ce qu'on appelle des vacances, donc par anticipation, qui sont pris avant même de les avoir accumulées. Et on pourrait ultimement, dépendamment s'il y a une directive, une politique, si c'est prévu au contrat d'emploi, des fois on va le prévoir. Et donc, je suis embauché aujourd'hui, j'ai le droit à 4 semaines, mais je prends les 4 semaines, mettons, dans les 6 premiers mois et je quitte l'emploi. Si c'est prévu, l'employé pourrait être tenu de rembourser donc au prorata de ce qu'il a accumulé. Donc, si j'ai accumulé 2 semaines, j'en avais pris 4, je devrais rembourser donc 2 semaines à mon ancien employeur. C'est les changements d'articles justement qui ont été là-dessus. Je le mets. Le volet du temps partiel, rapidement, dans le fond, ce que je veux attirer votre attention, c'est la durée du congé est la même pour tout le monde, que je sois temps partiel, occasionnel, auxiliaire, peu importe comment on m'appelle. Si j'ai, mettons, 5 ans de service continu, j'ai le droit à 3 semaines de vacances, j'ai le droit à 3 semaines. Que je travaille 1 heure dans l'année, que j'en travaille 2080, j'ai le droit à 3 semaines. La différence, ça va être sur l'argent que l'employeur va me payer, parce qu'évidemment, 6 si j'ai travaillé pour 800 ça ne sera pas un gros chèque. Si j'ai travaillé pour 100 000 ça va être 6 de ça. Donc, la durée du congé n'est pas impactée du tout par le statut de l'employé. Ce qui est impacté, c'est l'indemnité à laquelle le salarié a. Congé de maladie, jusqu'en 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense, il n'y avait aucun congé de maladie de payé de prévu dans la loi. Et en 2018, donc, lors de la campagne électorale, juste avant la campagne électorale des libéraux qui croyaient à l'époque gagner des votes avec le tout, donc ils ont modifié la loi en disant on va donner 2 congés payés.
Donc, depuis 2018, maintenant, la loi sur les normes prévoit, ce qui est en rouge, c'est ce qui avait été changé dans l'article de loi, là, juste pour votre bénéfice à l'époque. Dans le fond, c'est dès qu'un employé a 3 mois de service continu chez vous, donc il a le droit, comme vous savez, de s'absenter 10 jours par année pour santé, éducation, garde, bon, etc. Et les 2 premières journées, on dit maladie, mais c'est pas juste maladie. Les 2 premières journées prises dans ce pot, je veux dire, de 10 ou dans ce groupe de 10 journées sont rémunérées, donc sont payées par l'employeur. Encore une fois, une organisation peut en payer 4, peut en payer 5, ne peut donner des bénéfices additionnels. Ce que la loi prévoit, c'est que c'est un minimum donc de 2 jours. Congé pour raison familiale, parentale, vous allez avoir la présentation, donc je vais très rapidement, là, je ne vois pas l'utilité dans tous les dédales là-dessus, mais je trouvais juste intéressant de voir, puis j'ai mis un peu de nouveau et autres. Donc, historiquement, c'était très désuet. Donc, ça, c'était avant la loi sur les normes. Donc, c'était quoi la notion de parent? C'était très, très traditionnel. Et maintenant, c'est ça ici. Donc, comme je vous dis, vous allez avoir la présentation, là, mais vous pouvez juste voir avant et maintenant. Disons qu'on s'est mis à jour à titre d'État, à titre de province, puis c'est correct. Donc, jusque vers à peu près 2019, la notion de parent était excessivement traditionnelle. Maintenant, donc, on prend en considération les familles reconstituées. Donc, quand on va parler de congés sociaux dans la loi sur les normes, puis qu'on parle de la notion de parents et autres, c'est l'image là, qui est à l'écran maintenant qui encadre le tout et qui s'applique. Donc, 10 journées, on en a parlé. Les 2 journées rémunérées également, on en a parlé. Et je vous ai mis, comme je vous dis, je ne les regarderai pas tous, là, mais qui ont été ajoutés maintenant il y a 5-6 ans dans la loi sur le proche aidant. Donc, quelqu'un a le droit à un congé de 2 ou plus 16 semaines. Si jamais, donc, il faut prendre soin de quelqu'un qui a une maladie potentiellement mortelle et autres, la personne peut s'absenter jusqu'à 27 semaines. Ce sont tous des congés, donc, prévus dans la loi sur les normes du travail, qui sont tous, sauf quelques exceptions, le jour du mariage et autres, mais qui sont tous essentiellement sans solde. Donc, l'employeur, l'organisation n'a pas à rémunérer un employé qui doit s'absenter dans de telles situations. Il y a l'obligation d'employeur de permettre à l'employé de prendre congé et de ne pas imposer aucune mesure de représailles. Et la personne peut bénéficier, par contre, souvent de programmes, soit avec l'assurance parentale ou des programmes provinciaux du Québec, le régime québécois d'assurance parentale, entre autres, ou autres, qui peuvent indemniser les gens. Volet du harcèlement psychologique, évidemment, vous entendez aussi régulièrement parler. Donc, il y a 5 éléments. Je vais rapidement, là, c'est pas. Si jamais, par contre, vous devez faire une enquête, dépendamment de votre rôle au sein d'une organisation, et qu'il y a une plainte d'harcèlement, qu'on vous demande de statuer. Donc, la conduite doit être vexatoire. On doit retrouver là, ces 5 éléments que vous voyez à l'écran. Donc, ce qui fait en sorte que donner une mesure disciplinaire, c'est pas du harcèlement. Recevoir une évaluation négative, c'est pas du harcèlement. Mais évidemment, faire l'objet de commentaires, soit grossiers ou à connotation sexuelle ou autre, c'est effectivement du harcèlement. Donc, je vous mets un peu les gestes suivants qui sont considérés comme du harcèlement psychologique. Évidemment, il faut toujours faire l'enquête et avoir la version des gens. Je vous ai mis là, différents exemples sur le sujet. Il y a donc, dans la loi sur les normes du travail, des obligations très claires maintenant imposées aux employeurs. Donc, c'est écrit noir sur blanc qu'un salarié a droit à un milieu de travail, un environnement de travail exempt de toute forme de harcèlement. Et il y a maintenant aussi des obligations aux employeurs de formation, donc de former ces équipes de c'est quoi du harcèlement pour que les gens travaillent plus en amont qu'en aval, là, donc plus au niveau de la volet prévention. Et si jamais un employeur est conscient qu'il y a du harcèlement, il doit absolument donc intervenir pour soit sanctionner ou en tout cas réorganiser, mais il doit prendre les mesures nécessaires pour que le harcèlement cesse. Je vous ai mis, c'est ça, petite histoire, là, des fois, ça, je trouve toujours un peu drôle, mais bref, cet article avait été amendé en 2018. Et la journée où la ministre du Travail devait annoncer le nouvel article, le volet caractère sexuel, qui est en rouge, n'était pas à l'article.
Mais à l'époque, tout le monde savait que le harcèlement psychologique incluait déjà le volet sexuel. Sauf qu'il y avait eu une petite saga au Québec qui s'appelait Éric Salvaille dans l'actualité, dont certains, vous allez peut-être vous rappeler. Donc, la conférence de presse fut annulée, reportée, et la ministre, évidemment, les politiciens sont là un peu pour répondre aussi à l'actualité. Donc, a demandé un peu en urgence de rajouter avec précision le volet à caractère sexuel. Et il y a eu cette phrase d'ajouter à 91-18, 81.18, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui n'ajoutait rien autre que de le spécifier, parce qu'évidemment, du harcèlement sexuel, c'est du harcèlement psychologique, avec raison. Mais maintenant, donc, c'est même écrit noir sur blanc dans la loi. Donc, évidemment, vous devez avoir vos organisations, en tout cas, s'ils ne l'ont pas, sont vraiment en erreur et assurez-vous d'en avoir. Vous avez l'obligation depuis plusieurs années d'avoir une politique de harcèlement. C'est une obligation statutaire imposée par la loi, donc vous devez l'avoir. Le délai pour faire une plainte, c'est probablement un des délais les plus longs, en raison probablement justement de la nature là, de l'infraction. Donc, quelqu'un qui est victime de harcèlement peut faire une plainte dans les 2 ans de la dernière manifestation. Habituellement, les délais pour faire une plainte sont 45 jours, 30 jours, c'est pas mal les délais. En matière de harcèlement, donc c'est 2 ans de la dernière manifestation qu'une personne peut la jeter. Frais de formation, je me souviens, il n'y a pas d'appel. Frais de formation, donc quelques mots là-dessus. Ce qui c'est intéressant, ça arrive quand même assez souvent, dépendamment du secteur d'activité. C'est quoi donc les frais de formation ou c'est quoi un peu l'enjeu qu'on trouve intéressant de porter à votre attention? C'est tout le volet justement de j'embauche quelqu'un, je le forme, peu importe dans quel domaine, mais je vais le former. Est-ce que je peux convenir avec lui que s'il quitte, donc soit qu'il est congédié pour une cause juste, donc il aurait fait quelque chose de très grave, ou il démissionne, puis-je réclamer donc les frais de formation? C'est quelque chose qui est très populaire, entre autres, dans des domaines, par exemple, entre autres de l'aviation, mais aviation, là, des petits transporteurs du Québec, des Pascans de ce monde, par exemple, et autres, qui font signer souvent à leur équipe de telle clause en disant, écoutez, je vous embauche comme un jeune ou une jeune pilote, je vais vous former, puis je sais ce qui va arriver là, quand vous allez être formé, mais là, vous allez devoir quitter pour aller dans des grandes organisations si les conditions sont meilleures et autres. Donc, c'est moi qui vais avoir assumé à titre d'organisation les frais de formation. Donc là, est-ce que c'est légal ou pas? Dans la loi sur les normes, je vous ai mis l'article, il est écrit à 85.2 que l'employeur est tenu de rembourser les frais raisonnablement encourus lorsque, sur demande de l'employeur, il doit effectuer un déplacement ou suivre une formation. Et donc, le tout est interprété par les tribunaux de la façon suivante. Donc, tout ce qui est formation obligatoire, donc je vous embauche, je vous force à suivre une formation pour être cariste, je vous force à suivre une formation pour être un opérateur sur un équipement XYZ, je ne peux pas vous réclamer ces frais. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est exigée, c'est une exigence professionnelle essentiellement, puis je ne peux pas vous le demander. Par contre, tout ce qui va être, je ne veux pas dire facultatif, mais promotionnel ou plus d'une opportunité. Je vous offre la possibilité, donc je vous embauche, un exemple très simple, je vous embauche comme un simple journalier et je vous dis, écoutez, si vous voulez, je vous offre la possibilité d'aller suivre telle formation, ça va vous ouvrir des portes, pour y avoir des promotions, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, à ce moment-là, si on est dans une telle situation, je peux effectivement, à titre d'organisation, donc vous demandez, évidemment, on va le faire habituellement par écrit, parce qu'évidemment, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, je vais vous demander par écrit à ce moment-là, donc, de signer une entente dans laquelle il va être prévu que si vous quittez, puis on va prévoir une certaine durée. Si vous quittez, par exemple, après 1 an, vous allez devoir payer, je ne sais pas, 75 Si vous quittez après 18 mois, 50 après 2 ans, 25 ça va aller en décroissance. Donc, vous allez devoir rembourser à ce moment-là une partie des frais de la formation. Donc, c'est légal de le faire pour ce qui est, comme je dis, pas exigé au sens pur du temps par l'organisation. Il faut le prévoir par contrat. Agent de placement, donc, comme je vous disais tantôt, là, on regardait certains articles de la loi sur les normes. Historiquement, donc, il n'y avait pas d'article spécifique sur le sujet au Québec. Donc, le tout est arrivé par le projet de loi 176 en 2018.
où on a entre autres obligé maintenant, comme vous savez, les agences à avoir un permis. Malheureusement, souvent, les agences font l'objet un peu de publicité comme si vous étiez des employeurs épouvantables. C'est triste, mais souvent à cause des agences un peu frauduleuses, qui ne sont pas des agences d'ailleurs, mais qui abusent des gens. Mais bref, à l'époque, d'un point de vue politique, le premier ministre du Québec, à l'époque, avait dit justement, j'entends dire que les agences abusent des travailleurs étrangers, que c'est bien épouvantable. Et donc, je vais m'assurer de corriger ça. Et ce qui a fait en sorte, donc, qu'il y a eu des amendements apportés à la loi sur les normes en 2018. Et par la suite, l'adoption par le gouvernement actuel, la CAQ, du règlement sur les agences de placement. Je vous mets là, pour votre gouverne, mais rapidement à l'écran, donc les articles qui s'appliquent précisément. Essentiellement, c'est que ce que ça dit, c'est que vous ne pouvez pas donc exploiter une agence de placement si vous n'êtes pas titulaire d'un permis délivré par la CNESST. Je vous ai mis l'article 1 ici du règlement sur les agences de placement. Pourquoi? Là, je trouve intéressant, vous êtes dans le domaine de savoir un peu ce qu'il y en est. Donc, c'est quoi une agence de placement? Comme vous voyez, au sens légal, c'est une personne, société ou entité dont au moins l'une des activités consiste à offrir des services de location personnelle en fournissant des salaires. Donc, c'est très, très large, tellement large pour votre gouverne que le tout a fait l'objet d'une contestation par plusieurs associations, agences de sécurité, mon Dieu, regroupement donc d'employeurs via des associations, dont la vôtre, évidemment, avait un intérêt à suivre le tout. Où on a attaqué la constitutionnalité du règlement en disant qu'il était imprécis, beaucoup trop large, donc contre la Constitution canadienne. Et pourquoi beaucoup trop large? Évidemment, dans au moins l'une des activités, ça veut dire que moi, je pourrais être une multinationale, et là, juste pour l'image, mais de 100 millions de chiffre d'affaires, et il arrive des fois que je loue un ou deux employés, mettons, à un client. Ben, à ce moment-là, je suis une agence, parce qu'on dit donc au moins l'une des activités consiste. Donc, le tout s'est retrouvé devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a effectivement conclu que l'article 1, comme vous le voyez, était anticonstitutionnel et donc devait faire l'objet d'une réforme législative parce qu'il n'était pas assez précis. Tout a été porté à la Cour d'appel et tout a été plaidé à peu près l'automne dernier. Et pour le moment, on attend donc la décision de la Cour d'appel. Donc, quand le tout va sortir, bien évidemment, on vous en fera part avec grand intérêt, là, mais c'est ça, pour le moment, on attend la décision. Mais sachez que c'est ça, ça se peut qu'il y ait du nouveau sur le sujet, là, parce que ça fait l'objet d'une contestation constitutionnelle. Et c'est le gouvernement, là, par règlement, évidemment, qui établit les catégories, là, les modalités sur comment fait-on pour avoir un permis d'agence de placement. Et la même chose pour les travailleurs étrangers. Donc, je fais rapidement, mais c'est les deux, c'est le même règlement, les mêmes dispositions qui s'appliquent, que ce soit une agence pour des travailleurs étrangers ou une agence de placement là, au sens plus général comme on connaît et imagine. Et quelques mots sur, à nouveau, tant qu'à parler du volet aussi normes et autres, le projet de loi, c'est le projet de loi 68. Vous en avez probablement entendu parler un peu dans l'actualité depuis quelques semaines, qui était le projet de loi donc visait à réduire la charge administrative des médecins. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre ça, puis évidemment la loi sur les normes. Vous allez voir qu'il y en a un directement. Initialement, ça a passé un peu sous le radar, sans enjeu, mais évidemment, après, les gestes l'ont vu. On est mieux modifié la loi sur les normes. L'objectif du gouvernement, je vous laisse juger, voir si vous pensez que ça va être vrai ou pas. Le gouvernement a fait ça en disant que c'était pour libérer 750 000 rendez-vous chez les médecins, donc ça serait plus facile à tous pour avoir un médecin de famille. Là-dessus, commentaire éditorial s'arrête là, je vous laisse en juger de vous-même si c'est ce qui va arriver ou pas, ou si c'est une autre promesse politique. Donc, le projet de loi est entré en vigueur. Ce n'est plus un projet de loi, c'est entré en vigueur là, depuis maintenant 7 semaines, donc le 1er janvier 2025. Et ce que ça prévoit maintenant, c'est que tout employeur, donc si vous jouez des rôles là, justement de gestion auprès d'équipes, ça a beaucoup d'impact pour vous. Donc maintenant, pour un congé de maladie, vous n'avez pas le droit, pour les 3 premières périodes d'absence jusqu'à 3 jours, d'exiger un billet médical. Et la logique, comme je vous dis, c'est que ça va libérer 3/4 million de rendez-vous selon le gouvernement. En faisant ça, ça va décharger les médecins. Donc,
vous avez un employé, il s'absente je sais pas, le 7 janvier, donc ça lui fait une période de fait. S'il s'absente le 22-23 janvier, ça lui fait une deuxième période. Il s'absente une autre journée en février. Donc là, ces 3 périodes-là, vous ne pouvez pas demander un bien médical. Même si vous avez des motifs, il n'y a pas de raison, la loi est claire, il n'y a pas d'exception, vous ne pouvez pas demander donc un billet médical pour les 3 premières périodes. Donc, quelqu'un pourrait s'absenter 9 jours, 3 fois 3 jours, pourrait s'absenter 3 fois 1 jour, 1, 2, 3, peu importe la formule. Mais les 3 premières périodes d'absence de 3 jours et moins, vous ne pouvez pas exiger un billet médical. C'est un changement majeur et drastique dans la loi. Donc, un employé vous appelle et dit qu'il est malade, à part d'y demander comment il va, puis un peu pourquoi, là, vous ne pourrez pas exiger donc, un document justificatif au niveau médical là-dessus. Donc, c'est un changement très, très important. Clause donc restrictive, il n'y a pas de question, c'est donc je présume que tout est très limpide. Donc, clause restrictive, on a un bon rythme. C'est pas donc le volet, merci, des clauses restrictives, c'est plus le volet des clauses de non-concurrence, clauses de non-sollicitation. Donc, en Ontario, juste pour des fois de voir un peu où on en est où, il n'y a rien au Québec pour le moment sur la table à dessin. En Ontario, il y a quelques années, on a interdit les clauses restrictives, donc maintenant, on ne peut plus avoir de clauses de non-concurrence en Ontario, sauf pour des exécutifs, donc des cadres supérieurs. Au Québec, c'est tout à fait légitime. Des fois, les gens sont surpris, mais c'est tout à fait légal d'avoir une clause de non-concurrence. Évidemment, elle doit être négociée, là. Mais si vous commencez à travailler quelque part, vous signez un contrat d'emploi, puis c'est écrit que vous vous engagez pendant 6 mois à ne pas travailler chez un concurrent dans tel secteur d'activité, ben, si vous quittez, vous ne pouvez pas aller chez un concurrent pendant 6 mois. Vous avez signé une clause de non-concurrence et elle vous empêche en toute légalité d'aller travailler dans le même domaine pendant 6 mois. Elle est légale. Puis si vous le faites, ben, vous allez probablement faire l'objet d'une injonction et on va être entendu d'urgence. Il va y avoir une ordonnance de la Cour qui va vous ordonner de cesser de travailler. Et en plus de 20 ans, là, je veux dire, il n'y a personne qui prend ça à la légère, là, parce que, ça irait jusqu'à un outrage au tribunal, vous pouvez être condamné à payer 50 000, 100 000. Je veux dire, il n'y a pas, personne ne devrait aller en prison, là, mais de toute façon, votre nouvel employeur va vous mettre dehors, c'est sûr, parce que lui aussi va être solidairement responsable. Il y a 3 clauses restrictives un peu qu'on peut penser. Clause de non-concurrence, donc c'est j'empêche un employé d'aller travailler chez un concurrent pendant une période X. Clause de non-sollicitation, c'est je ne vous empêche pas de travailler, mais je vous empêche de venir jouer dans mon jardin, essentiellement. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas que vous sollicitez mes clients et je ne veux pas que vous sollicitez mes employés. Et clause de non-divulgation, pas qu'elle est moins importante, mais oui, elle est un peu moins, je m'explique, c'est que même s'il n'y a pas de clause, l'obligation de confidentialité est codifiée. Il y a déjà un article dans le Code civil du Québec qui prévoit noir sur blanc que tout employé a une obligation de confidentialité. Donc, il n'a pas le droit de divulguer quelques renseignements que ce soit ou d'utiliser à des fins personnelles là, en lien avec son ancien emploi. Évidemment, la ligne est mince, c'est une question de le prouver, mais je veux dire, quelqu'un, s'il fait qu'un employé prendrait une copie de la liste de clients ou des prix, il part avec, puis on le voit au niveau informatique, il est sujet, évidemment, à être l'objet d'une poursuite. Donc, clause de non-concurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, s'il n'y a rien par écrit, un employé est libre. Donc, c'est-à-dire qu'il peut démissionner et aller travailler chez un concurrent direct, en mesure où il n'utilise pas des renseignements confidentiels là, à des fins autres que juste son savoir. Là, donc, il n'y a pas de problème. Clause de non-concurrence, donc, ça prend un contrat, ça doit être fait par écrit. Et il y a 3 conditions impératives. C'est vraiment, là, je répète, c'est obligatoire. Si l'une des 3 conditions que vous voyez, la durée, territoire, portée, n'est pas là, la clause tombe. Et le tribunal ne la réécrit jamais. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, pour être valable, une clause de non-concurrence, il doit y avoir une durée qui, habituellement, on va retrouver à peu près un maximum d'1 an pour, mettons, des cadres supérieurs, mais à peu de 3 mois, 6 mois. Dans le fond, dans un monde idéal, elle n'est pas trop vers 1 an, parce que plus qu'elle est longue, plus qu'il y a un risque qu'un tribunal la voie comme excessive. Mais donc, la durée doit être délimitée de façon précise. Le territoire,
On peut pas juste dire, Denis s'engage à pas travailler pendant 1 an pour tout concurrent. Non, il n'y a pas de territoire. Donc, la clause tomberait. Donc, ça prend durée, territoire. Donc, on va dire, mettons, sur l'île de Montréal ou à tant de kilomètres de l'établissement à vol d'oiseau, etc. Donc, on va trouver obligatoirement une formule précise sur le territoire. Et la portée, ça veut dire quoi la portée? Trop souvent, on va voir donc des clauses de non-concurrence où on va dire, genre, Perrault ne peut pas travailler pendant 1 an au Québec pour faire toute activité que ce soit. Ben là, ma portée est trop large. Parce que ça veut dire que je pourrais même pas travailler comme concierge, comme horticulteur, comme chauffeur. Donc, il faut que les fonctions aussi soient limitées. Donc, habituellement, une clause qui est bien rédigée, là, ça va être écrit genre, je sais pas, Philippe ne peut pas travailler pendant 6 mois au Québec pour toute entreprise concurrentielle pour exercer des fonctions similaires ou identiques à celles qu'il occupait. Donc, on vient de limiter la portée, c'est-à-dire on a limité les fonctions à ce que vous faites chez votre employeur actuel ou similaire à celle-là. Donc, très, très, très important, ces 3 critères. Comme je vous dis, je le répète, si l'un des 3 critères n'est pas bon, la clause s'en va aux poubelles, littéralement. Les tribunaux ne vont jamais réécrire une clause de non-concurrence et les parties l'ont bien négociée ou mal négociée. Donc, éviter les templates ou autres, les modèles un peu Internet. Il faut toujours la personnaliser. Puis, idéalement, s'il y a une clause qui doit être revisée par des professionnels, c'est bien la clause de non-concurrence. Je mets attention à un certain équilibre. Des fois, c'est juste que c'est surtout en lien avec la durée et que je m'explique. C'est que des fois, on va dans un contrat dire vous ne pouvez pas travailler pendant 1 an dans le même secteur. Puis là, il y a une clause de résiliation qui dit l'employeur peut mettre un contrat moyennant 1 mois. Là, c'est toujours un peu particulier de dire vous êtes tellement important qu'on peut vous mettre dehors pour 1 an de salaire, pour 1 mois de salaire, mais on ne peut pas vous permettre d'aller travailler dans le même secteur pendant 1 an. Donc, il faut juste faire. Il n'est pas obligé d'avoir un amalgame, il n'est pas obligé d'avoir une équation parfaite, mais une certaine logique ou équilibre entre les deux quand même important. Comme je vous disais, donc, légal ou non, le tribunal ne va pas la réécrire, elle passe ou elle casse. Le fardeau de preuve, appartient à l'employeur. Et si jamais il y a une ambiguïté, normalement, on va interpréter la clause en faveur de l'employeur. Donc, temps géographique interdit. Ça, on en a parlé. Les clauses, ce qu'on appelait des clauses de non-concurrence par palier, escalier ou entonnoir, là. Il fut à un moment donné populaire au Québec dans les contrats où on disait la clause de non-concurrence, mettons, c'est de 18 mois. Si un tribunal juge qu'elle est inapplicable, ça sera 12. Si 12 c'est trop, ça va être 8. Les tribunaux ont déclaré ça totalement illégal et inapplicable en disant c'est pas au tribunal de choisir le ABCD. Le tout doit être bien circonscrit dès le début pour déterminer si la clause est légale. Et enfin, que la clause ne peut être invoquée si la fin d'emploi survient sans motif sérieux. C'est souvent quelque chose qui est méconnu par les gens. Ça veut dire quoi? C'est un article d'ordre public là, dans le Code civil du Québec. Donc, c'est si vous démissionnez, la clause de non-concurrence s'applique. Si vous êtes congédié pour motif sérieux, la clause de non-concurrence s'applique. Si vous êtes licencié, la clause ne s'applique pas. Parce qu'essentiellement, dans toute relation employeur-employé, je dirais 4 situations possibles. Je m'explique. Démission, vous quittez. Mise à pied. Donc, une mise à pied, c'est temporaire. Je manque de travail, je vous mets à pied. Il y a quand même un lien d'emploi. C'est juste qu'il est essentiellement suspendu, mais je vous mets à pied. Congédiement. Donc, je vous congédie par des comportements qui vous sont intrinsèques, donc par des ajustements d'employés, c'est un congédiement. Licenciement, c'est un peu administratif, ça n'a rien à voir avec l'employé, c'est une réorganisation, par exemple. Donc, je coupe un poste, je réorganise mes effectifs, donc je dois le licencier. Donc, un licenciement est vu comme étant pas un motif sérieux, ce qui fait en sorte que si je fais l'objet d'un licenciement à cause de la concurrence, elle est inopposable. Elle n'est pas illégale, mais elle est inopposable à ce moment-là. Donc, la nuance est importante. Et c'est pour ça que j'écris possibilité toutefois de la réitérer dans le document de quittance. Si je vous licencie, comme vous savez, très souvent, habituellement, donc, on va offrir à l'employé une indemnité qu'on appelle des severance, des packages. Bon, je vais offrir à l'employé un montant de fin d'emploi.
Et là, si on s'entend qu'on signe un document de quittance, qu'on appelle, donc un document dans lequel l'employé reconnaît, donc qu'il a reçu les sommes et qu'il renonce à tout recours, on peut à ce moment-là ajouter donc une clause de non-concurrence ou la réitérer. Donc, si je vous licencie, j'ai l'obligation de vous verser une indemnité de fin d'emploi. Si on réussit à s'entendre dans le cadre d'une quittance, ben, dans la quittance, on pourrait à ce moment-là négocier comme quoi que vous vous engagez à ne pas travailler, mettons, chez un concurrent pendant telle durée, telle fonction, et ça serait tout à fait légitime, même si c'était un licenciement. Pourquoi? Parce qu'on l'a réitéré dans la quittance. Clause de non-sollicitation, comme je vous disais, c'est différent de la clause de non-concurrence. Je ne vous empêche pas de travailler. Je vous empêche de solliciter mes employés, mes clients. Donc, on va être beaucoup plus libéral là-dessus. On va permettre des durées plus longues. On peut voir des 12, 18, 24 mois. Très souvent, le problème des clauses de non-sollicitation, et je le souligne là, au troisième point, on doit en préciser la portée en définissant, par exemple, le terme client ou employé. Ce que j'attire votre attention, c'est que souvent, dans les clauses de non-sollicitation, on va dire vous ne pouvez pas donc solliciter tout client, mais on ne définit pas client. Votre employeur, il y en a 5800 clients. C'est impossible que vous connaissiez tous les clients. Donc, à maintes reprises, les tribunaux ont été saisis de tel dossier et vont reconnaître que la clause est abusive en disant à l'employé aucune idée. Mais il pourrait se retrouver en violation de ses engagements sans le savoir. Donc, c'est abusif. Donc, il est important de bien circonscrire cette notion dans le contrat. Donc, habituellement, on va dire client étant tout client avec lesquels l'employé a transigé, obtenu des informations, eu des contacts. Donc, on va circonscrire la notion de client, on va mettre une durée, et c'est correct, il n'y a pas de territoire à ce moment-là de nécessaire. Point important, c'est le moment précis pour signer une clause restrictive. Normalement, on va le signer au moment de l'embauche. Donc, je vous embauche, je vous fais signer donc, une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation. Pas tout le monde, mais c'est le meilleur moment. Si c'est fait en emploi, donc pendant l'emploi, ça doit survenir lorsqu'il y a une contrepartie qui est offerte. Ce que je veux dire, donc, pratico-pratique, c'est j'ai une promotion. On pourrait à ce moment-là me demander de signer un nouvel contrat dans lequel il y a une clause de non-concurrence. Je suis promu. On me verse un boni, on me verse une augmentation salariale. Mais si c'est juste que quelqu'un a assisté à une conférence, une formation, puis il se disait, c'est vrai, c'est bon de faire signer des clauses de non-concurrence pour me protéger contre, je sais pas, le départ massif d'employés, il demande à tous ses employés de signer une clause de non-concurrence sans leur donner une contrepartie, donc un cadeau en quelque sorte. La clause à ce moment-là est inopposable. Pourquoi? Parce que les tribunaux disent que c'est quand même un engagement important. L'employé accepte de ne pas aller travailler dans le domaine qu'il connaît pendant une période précise. Donc, c'est soit que ça soit au moment de l'embauche ou en emploi, c'est parce qu'il y a eu une contrepartie, promotion, augmentation, mais il y a eu quelque chose. Ce qui nous amène aux politiques internes. Donc, politique interne, essentiellement, le point important à garder à l'esprit, que c'est pas très long comme section, mais quand même important à connaître, c'est le fait vraiment que s'il y a des politiques qui sont diffusées au sein d'une organisation, ces politiques constituent des conditions de travail et lient l'employeur. Donc, souvent, les organisations adoptent des politiques, puis à un moment donné, peu importe, il y a des changements dans la direction, on ne les revise pas, on ne sait même pas vraiment même qu'elle est encore opposable. Ben, si vous avez des politiques qui se retrouvent, je ne sais pas moi, sur votre intranet ou qui ont été diffusées et qu'il n'y a pas eu de mention qu'elles n'existaient plus ou ne s'appliquaient pas, ben, vous êtes lié par les contenus des politiques, ce qui fait en sorte donc qu'un employé en emploi ou après son emploi, peu importe, dépendamment de la situation, pourrait invoquer de telles politiques et avec raison. Et ça vous lie donc à ce qui est prévu dedans. Donc, d'où l'importance que on dit toujours libérer de toutes les politiques doivent être révisées parce que pas quotidiennement, là, mais sur une base soit annuelle ou autre, que les équipes de direction devraient jeter un œil, voir est-ce que c'est encore bon, pas bon, est-ce qu'on y a un ménage à faire, bref, parfois dans les politiques corporatives internes. Gestion de la performance, point intéressant. Rapidement, gestion de la performance, c'est souvent, donc, vous avez un employé qui a eu des enjeux, c'est pas de la santé, c'est autre, là, on n'est pas dans du disciplinaire, c'est pas, des fois, je dis un peu, mais au-delà même de la blague, les organisations sont un peu des CPE, mais pour adultes, au lieu d'être pour enfants, au lieu d'être des centres de petite enfance, c'est des grands adultes. Mais un enfant qui a de la difficulté à l'école, on ne le sanctionnera pas, il ne sera pas meilleur à l'école s'il est sanctionné.
c'est un peu la même chose au niveau de la performance. Si j'ai un employé qui a un problème de performance, je ne sanctionne pas. Par contre, je dois l'encadrer, je dois donner du support. Et trop souvent, en pratique, on est confronté à une situation, on dit, bon, ben là, faut mettre fin à l'emploi de, je sais pas, de Caroline. OK, pourquoi? Ben, ça fait combien de temps qu'elle est chez vous? Ça fait 8 ans. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose à son dossier? Non. Ou il y a quelque chose, mais les évaluations disent rencontre des exigences. Comment on peut expliquer qu'elle n'est pas bonne? Souvent, c'est que les gens n'ont pas assumé le courage managérial, n'ont pas bien fait l'encadrement. Et au fil des années, donc, c'est élaboré par les tribunaux des critères très, très précis. Il y en a 6, on va les voir. Ça a commencé par une décision de la Cour d'appel dans Costco, l'affaire Costco. Après ça, il y a eu Cativic en 2019, puis il y en a eu une autre l'année passée. Donc, ça fait 3 fois que la Cour d'appel tranche. Et les 6 critères qu'on va regarder, c'est un checklist. Je vous le dis, c'est la recette à spaghetti ou à gâteau, peu importe. Et s'il manque un ingrédient, vous venez de manquer votre plat. Donc, c'est vraiment un checklist là, que si jamais vous voulez encadrer la performance, donc par un plan de performance, un plan d'action, peu importe comment on l'appelle, vous devez vous assurer que les 6 critères qu'on va regarder sont bien présents. Donc, communiquer les attentes. C'est assez simple, vous allez me dire, puis effectivement, celui-là, 1 et 2 ne posent habituellement aucun problème. On va faire un plan d'action, une lettre, ou peu importe, on va s'asseoir, on va remettre à l'employé, donc on communique nos attentes, on informe qu'il y a des lacunes. Fournir le soutien, ça veut dire quoi? Vous êtes obligé de payer une formation ou un mentor ou peu importe à l'externe. Par contre, s'il y a déjà des formations à l'interne qui existent, ou il y a du mentorat à l'interne ou du coaching, peu importe, ben, s'il existe déjà, vous allez devoir, ça peut aider, vous allez devoir le soumettre et le proposer. D'ailleurs, dans l'affaire Costco, qui est comme la première décision célèbre qui s'est rendue à la Cour d'appel en 2014 sur le sujet, c'était exactement la situation. Costco, c'est un gérant chez Costco. Il avait 5 ans d'ancienneté, des problèmes de performance et on lui reprochait, entre autres, un manque de leadership. Or, au sein de Costco, il y a des formations sur le leadership et on ne lui a jamais affaire de suivre ces formations. Pourquoi ça, je ne sais pas pourquoi, là, ça sort pas de la décision, mais on ne lui a jamais affaire. Donc, il fera l'objet d'un congédiement qu'il contestera avec succès, il va gagner. Costco va être condamné sur la prémisse qu'ils ont donc mal agi. Et la raison, c'est 1, 2, 4 et 5 sont corrects, mais 3 et n'est pas dans la recette. Costco avait des formations de leadership à l'interne, on aurait pu lui offrir, on ne l'a pas fait, ayant manqué le point 3, congédiement cassé et dédommagement donc ordonné à Costco. Donc, c'est vraiment important, donc, 1, 2, facile. 3, de voir est-ce qu'on peut lui donner un certain support. 4, le délai raisonnable. Évidemment, c'est pas des mathématiques. Des fois, les gens me disent, OK, c'est quoi le délai raisonnable? Je peux pas vous dire c'est 3 mois, c'est 6 mois. Souvent, je vais un peu vous retourner la question, dire, écoutez, si on est face à un employé de 20 ans de date, on ne pourra pas dire dans 3 mois, il est plus bon. Là. Ça va prendre 6, 7, 8 mois peut-être. Si on a un employé qui a moins que 2, 3 ans de date, on est peut-être dans du 2, 3 mois. Donc, ça va dépendre un peu des faits inhérents à chaque situation. Et 5, comme je disais un peu à la blague, mais semi-blague, vous êtes des CPE, mais pour adultes, il faut dire à l'employé que son emploi est en péril. Il y a l'année passée ou il y a 2 ans, entre autres, Mouvement des Jardins ont terminé une employée qui était là depuis très longtemps, qui avait des enjeux de performance. Et le tribunal va dire, vous avez respecté 1, vous avez respecté 2, vous avez respecté 3, vous avez respecté 4, mais la personne ne s'est jamais fait signifier que son emploi pouvait être rompu, que le lien d'emploi pouvait être rompu. Entre vous et moi, on se dit, ouais, mais c'est assez évident, ça fait 20 fois que tu es rencontré. Mais bref, il faut l'écrire, donc ça doit être écrit dans l'exemple le dernier plan de performance ou autre de dire, écoutez, monsieur, madame, s'il n'y a pas d'amélioration, vous vous exposez à une fin d'emploi possible. Donc, très, très important de le prévoir. Et un 6e critère qui a été ajouté en 2019, qui est une obligation moyen, non pas de résultat, je m'explique, c'est l'obligation de réaffecter. Ce que ça veut dire, c'est écoutez, si vous êtes une boîte de, mettons, Mouvement des Jardins de 15-20 000 employés, ben, si vous terminez, je ne sais pas, un commis au compte recevable, puis qu'il y a un poste de vacant, de commis, je ne sais pas, la paye ou autre, que la personne est chez vous depuis longtemps, ça se peut qu'on vous demande de pourquoi vous n'avez pas à faire. Donc, évidemment, si vous êtes dans une plus petite boîte, ça ne se pose pas.
Vous n'avez pas l'obligation de créer un poste, là, faut bien se comprendre. C'est juste que si j'ai des postes vacants au sein de la boîte qui pourraient correspondre aux qualifications de la personne, ben, je dois envisager la possibilité peut-être de lui offrir. Évidemment, si la personne dit oui, elle ne garde pas le même salaire, on va s'en aller dans les conditions du nouveau poste, mais je ne pourrais pas juste dire, oh, on va faire mon affaire, je me débarrasse de lui, ça fait 8 ans qu'il était ici, il n'était pas bon. Ouais, mais si j'ai des postes qui sont vacants, je le répète, je peux me faire reprocher donc de ne pas l'avoir à faire. Et d'ailleurs, dans l'affaire Calcivic, la commission scolaire, c'était ça, c'était un employé de bureau qui était là depuis très longtemps. Il y avait des enjeux de performance qui sont reconnus, même par le tribunal. Mais ce qu'on va reprocher à la commission scolaire, c'est de dire que vous aviez plusieurs postes vacants qui auraient pu correspondre aux qualifications de monsieur, vous ne lui avez pas à faire. Ce faisant, vous avez violé votre obligation et la personne a gagné. Donc, honnêtement, les 6 critères qui sont là à mettre sur votre, je sais pas, post-it bureau ou quoi que ce soit, mais si jamais vous gérez la performance d'un employé, c'est un check, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinon vous êtes dans la. Fin d'emploi, donc quelques règles applicables. Comme je disais, demain, on va voir la séance du dating, plus le recrutement. Aujourd'hui, on avait un peu le volet de l'embauche, plus les règles en embauche. Malheureusement, on ne le souhaite pas, mais des fois, ça arrive, donc on va se diriger vers une fin d'emploi. Une fin d'emploi bien planifiée va habituellement bien se terminer pour tout le monde. Une fin d'emploi mal planifiée va souvent finir dans un beau litige. Donc, important là, de bien saisir les règles. Donc, de façon très sommaire, là, je vous mets ce qui est prévu dans la loi sur les normes du travail. Je vous le mets vraiment sommaire parce que ça, c'est ce qu'on appelle le préavis minimal. Parce que quelqu'un qui a plus de 10 ans, il va avoir droit à plus que 8 semaines. Mais bon, au niveau de la loi sur les normes, le minimum, c'est ce qui est prévu. Donc, ouais, je veux juste. Évidemment, un employeur, donc, selon la loi sur les normes, si je mets fin à l'emploi de quelqu'un, mettons, suite à un licenciement, je coupe le poste. Donc, c'est justifié. Ben, si quelqu'un a 10 ans de service, je lui dois 8 semaines. Le 8 semaines, il est soit payé. Donc, je peux dire à la personne, allez-vous-en tout de suite, je vous donne 8 semaines. Soit travaillé. Je dis à l'employé, dans 8 semaines, votre emploi va se terminer. Donc, le préavis est travaillé. Je n'ai pas à rien payer à titre d'organisation. Ou un mix des deux. Je vous dis, dans 4 semaines, votre emploi se termine, puis je vais vous payer 4 semaines. Donc, discrétion d'organisation, payer, donc indemnité étant dans le lieu du préavis, travailler, ou un mix des deux. Donc, c'est dans la mesure où je respecte le nombre de semaines, il n'y a pas d'enjeu. Évidemment, s'il y a une faute grave, c'est 0, là, coupé au derrière. Si la résiliation, donc, découle évidemment d'une faute grave. Je vais aller ici, c'était 6-5, je vais juste plus aller ici. C'est une image, mais tellement importante et qui est souvent même je vais choisir, mal conçue par les gens et ce qui explique souvent les stratégies au Québec. Je m'explique. Vous avez une dualité de systèmes au Québec qui ont des concepts totalement différents. Vous avez la loi sur les normes du travail, qu'on vient de regarder là, certaines normes, on va regarder là, des recours, et vous avez le Code civil du Québec. Le Code civil est d'une facilité déconcertante, donc je vais juste commencer par celui-là, mais en vertu du Code civil, on ressemble un peu, dans le fond, maintenant on ne veut plus dire ça, mais on ressemble un peu aux Américains là-dessus, donc qui est l'employment at will aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un employeur peut mettre fin au lien d'emploi en tout temps pour quelque motif que ce soit. Sa seule obligation va se limiter à verser ce qu'on appelle une indemnité de délai de congé, communément appelé package, severance, préavis, indemnité. Là, les gens utilisent souvent le mauvais vocable. Donc, en vertu du code, c'est une indemnité de délai de congé qui prend en considération l'âge, le salaire, le nombre d'années d'ancienneté de service, la complexité de l'emploi, donc qui va prendre différents critères. Mais il n'y a pas de réintégration, ça n'existe pas. Puis quand je dis, on voit, là, c'est écrit, il n'y a rien de gratuit. Donc, un employé qui perd son emploi, qui veut intenter un recours devant la Cour supérieure, la Cour du Québec, en vertu du Code civil, pour réclamer une indemnité de délai congé, va devoir se prendre un avocat ou une avocate, va la payer. Contrairement à l'Ontario, au Québec, chaque partie paye ses frais. Donc, même s'il gagne à la fin, il va devoir assumer ses propres frais professionnels. Il n'y aura pas un remboursement là-dessus. Et il ne peut pas réobtenir son emploi. Donc, à vertu du Code civil, j'ai quelqu'un qui travaille chez nous depuis, je vais dire, 20 ans de date, qui a 40 ans, je décide d'abolir son poste, de mettre fin à un lien d'emploi. Juste parce que
ça me tente. Je veux dire, essentiellement, au sens du Code civil, vu que je n'ai pas de motif sérieux, je dois lui verser une indemnité de délai congé qui va varier à peu près de 2 à 4 semaines par année de service. Pourquoi 2? Pourquoi 4? Plus que la personne est âgée, plus qu'on va être haut dans l'échelle. Plus qu'il gagne cher, plus qu'on va être haut dans l'échelle. La logique, c'est plus que c'est difficile de se relocaliser, habituellement, c'est plus difficile que quelqu'un de 60 ans que de 25, quelqu'un qui gagne 150, quelqu'un qui gagne 40. Donc, on va être plus haut dans l'échelle. Donc, changer l'échelle de 2 à 4, 5 semaines par année de service. Et on va caper à peu près le tout, le maximum au Québec, ça va être du 15-18 mois habituellement. Il peut y avoir des exceptions, là, mais normalement, ça va être ça. Donc, j'ai quelqu'un de 20 ans de date, je mets fin à son emploi, j'ai pas de motif sérieux. On va lui devoir, mon Dieu, mettons, peut-être quelque chose comme 1 an de salaire, 15 mois, 12-15 mois de salaire, que je vais devoir lui payer. Le tout, évidemment, est sous réserve de ce qu'on appelle l'obligation de minimiser ses dommages. Ça veut dire quoi, l'obligation de minimiser ses dommages? C'est si je termine l'employé, maintenant que je lui paye 6 mois, ce qui à première vue est insuffisant, mais que, donc je lui paye 6 mois, l'individu poursuit l'organisation en disant, moi je pense que j'ai le droit à 18, mais que l'individu se trouve un nouvel emploi, 7 mois après, même salaire, même conditions, ben, la compagnie va être condamnée peut-être à lui payer plus que 6, mais moins ce qu'il a gagné ailleurs. Donc, s'il s'est trouvé un nouvel emploi après 7 mois, essentiellement, le timer va s'arrêter. On ne peut pas faire un double dip, là, si je peux prendre l'expression. Et à l'inverse, si l'employé reste chez eux, puis écoute la télévision, puis des podcasts, etc., en se disant, hey, l'employeur, il va m'en devoir parce qu'il n'y a pas de raison de le terminer, on va plaider que l'employé n'a pas minimisé ses dommages. Puis effectivement, le tribunal va dire, écoutez, en temps normal, je vous aurais donné, mettons, 15 mois, mais là, vous êtes resté chez vous à manger du popcorn, puis à écouter des podcasts. Vous avez violé votre obligation de minimiser les dommages, donc je diminue de 15 mois à 7 mois, 8 mois. C'est évidemment la discrétion du tribunal. Donc, c'est une notion importante. Donc, je dis deux systèmes, code civil, super simple, on peut mettre fin comme on veut. Loi sur les normes, complètement différent. On vient de changer toutes les règles que je viens de vous dire. Et des fois, je dis de façon imagée, en vertu du Code civil du Québec, l'employeur est dans le driver's seat. En vertu de la loi sur les normes, un employé qui a 2 ans de service est dans le driver's seat. Pourquoi? Dans la loi sur les normes, donc, dès que quelqu'un a 2 ans de service continu, qui est un peu un chiffre magique, et tant qu'à moi, même un employé non syndiqué est souvent mieux protégé qu'un employé syndiqué quand il a 2 ans de service avec la loi sur les normes. Donc, dès que quelqu'un a 2 ans de service continu, s'il fait l'objet d'une fin d'emploi injustifiée. Donc, c'est pas un licenciement. Un licenciement, c'est justifié. Mon poste est aboli. Là, j'exclus les situations où il y a un stratagème. C'est vraiment une véritable abolition. Donc, je n'ai pas été licencié. J'ai été congédié. Mais juste parce que peut-être j'ai levé le ton, il n'y a pas eu de gradation de sanctions, puis il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de fraude. Donc, je ne suis pas congédié pour une cause juste et suffisante et j'ai 2 ans de service. Je peux loger une plainte à la commission des normes. On va me fournir des avocats spécialisés qui sont très souvent très, très bons pour 0 $. C'est totalement gratuit, peu importe les actifs. La personne pourrait être milliardaire si elle est assujettie à la loi sur les normes à 2 ans de service continu. Elle loge une plainte. On va lui fournir les services d'avocat gratuitement. Et quand j'arrive devant le TAP, qui est le tribunal administratif du travail, qui applique la loi, ce tribunal a le pouvoir de réintégrer, ce qui est vraiment exceptionnel, qui n'est pas partout au Canada, mais au Québec, c'est ce pouvoir-là. Donc, je suis congédié, aujourd'hui, on est le 26 février. Ça va prendre 1 an, 1 an et demi, bien évidemment, avant de me rendre à la fin du processus. Mais mettons, le 1er novembre 2026, je gagne. Le tribunal va me réintégrer dans mon emploi, forcer l'employeur à me reprendre si j'ai été congédié, ça ne pas juste suffisant. Et on va condamner mon employeur à me dédommager si j'ai perdu du salaire entre aujourd'hui et, mettons, le 1er novembre 2026, comme je l'expliquais. Donc, d'où le fait le pouvoir de réintégrer plus perte salariale. Donc, on est dans 2 mondes complètement différents. En vertu du Code civil, c'est vraiment une simplicité totale pour une résiliation d'emploi. Le débat, c'est un quantum, essentiellement. Alors qu'en vertu de la loi sur les normes, non. On est dans une situation où si l'employeur n'a pas bien fait ses devoirs, n'a pas monté un dossier, comme on dit, ben, il pourrait s'exposer à ce moment-là à une réintégration de l'employé avec compensation pour la perte salariale et les dommages. Et les frais d'avocat et autres sont assumés par l'État, par nos impôts à tous. Là. Mais bref, l'employé n'aura pas à payer.
Donc, ça change complètement la dynamique dans la relation, dans l'approche, dans la stratégie à faire. Si la personne n'a pas 2 ans de service continu, à ce moment-là, elle ne bénéficie pas de cette protection, sauf s'il s'agit d'une pratique interdite, d'où le deuxième petit picot. Pratique interdite étant évidemment une personne qui est en maternité, une personne à cause de son âge, qui a exercé un droit en vertu de la loi, donc qui a demandé de se faire payer, mettons, ses vacances, faire ses congédier après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques interdites. Évidemment, à ce moment-là, l'individu bénéficie de la même protection, même s'il n'y a pas 2 ans de service continu. C'est juste, ouais. Donc, c'est clair qui est génial. C'est souvent, donc, c'est important là, de bien saisir je veux dire, 2 systèmes ou dualité de système, parce que ça change complètement la dynamique. Je vous ai mis juste pour illustrer un peu mon propos, là, les quelques articles pertinents à vertu du Code civil 2091 et suivants. Vous allez voir, c'est 2091, chacune des parties, donc employé, employeur, un contrat de durée indéterminée, peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai congé, puis le délai doit être raisonnable, tenir compte. Donc, vous voyez comment, donc, simplicité totale à vertu du Code civil, l'une ou l'autre peut y mettre fin. Ce que j'attire aussi votre attention, dans l'une ou l'autre, l'employé doit aussi donner un préavis par vertu du Code civil. Donc, un employé, c'est souvent méconnu, ça. Donc, un employé qui dirait aujourd'hui, je m'en vais, bye boss, ben, en théorie, évidemment, rare les organisations vont le faire, mais en théorie, l'employeur pourrait poursuivre l'employé en disant, vous avez omis de me donner mon délai congé, votre préavis de démission, et j'en subis des dommages, donc je vous poursuis. Il y a des précédents, là, entre autres, je me souviens d'un technicien dans une pharmacie, Jean Coutu, qui prépare les pilules, dit le vendredi, bye bye, je m'en vais. Donc, évidemment, il met la pharmacie un peu dans une situation intenable parce que là, ils perdent une ressource importante pour préparer donc la médication, etc., des clients. Donc, là, évidemment, surcharge, puis il faut trouver quelqu'un pour remplacer. Et il a été condamné à payer 30 000. Donc, ça fait mal un peu, là, puis c'est un employé. Il y a beaucoup de précédents dans le milieu dentaire, les hygiénistes dentaires qui quittent sans donner un préavis. Le dentiste, donc la clinique dentaire, poursuit en disant on a dû annuler des rendez-vous, il y a eu des dommages, des pertes de profit, etc. Et les hygiénistes ont été condamnés à payer, dépendamment des sommes en jeu, là, mais 15, 20, 25, 30 000, ce qui est évidemment énorme pour un salarié. Donc, le préavis de démission, c'est de là qui découle, c'est pas dans la loi sur les normes, c'est en vertu du Code civil du Québec. Et la loi sur les normes, je vous ai mis juste l'article. Vous allez voir, donc, qui est très différent. C'est 2091, rappelez-vous, chacune des parties peut y mettre fin comme ça. 124, pardon. Salarié justifie 2 ans de service continu. Il faut avoir été congédié. Je dis bien congédié, parce que s'il est licencié, il n'y a pas de recours. Mais s'il est congédié, sans une congé suffisante, il peut soumettre sa plainte. C'est dans les 45 jours. C'est la CNSST qui se saisit du dossier et qui va, évidemment, la médiation va être offerte, mais s'il n'y a pas d'entente, le tout s'en va devant le tribunal administratif du travail de TAP. Comme je vous disais, donc, l'indemnité à peu près 2 à 6 semaines par année jusqu'à un maximum de 18 mois. Il faut garder à l'esprit la règle de la minimisation des dommages. C'est très, très important. Ça a de l'impact. D'ailleurs, je l'illustre ici, là, mais ça, date de fin d'emploi, quelqu'un débute un nouvel emploi, puis là, il y a la date de la décision. S'il y a une réintégration qui est ordonnée, ça va être réintégration plus le salaire perdu, mais le salaire perdu va arrêter là où la personne a commencé un nouvel emploi si le nouvel emploi est au même seuil de rémunération. Et si jamais ça arrive, des fois, même le tribunal va dire les gens se détestent tellement que je ne peux pas les réintégrer à personne, il va arriver quelque chose de grave. Donc, le tribunal, à ce moment-là, ne peut ne pas réintégrer, mais dire que le congédiement était injustifié quand même. Il n'y avait pas de congé suffisant. Donc, il va casser la décision de l'employeur, ne réintégrera pas l'employé, mais va y substituer une indemnité de fin d'emploi. Et l'indemnité de fin d'emploi, à ce moment-là, va s'inspirer des règles du Code civil. Donc, le TAD va dire, je condamne l'employeur à payer le salaire perdu s'il y en a, et je condamne l'employeur à verser une indemnité de fin d'emploi. Là, il va prendre la règle du 2 à 4-5 semaines par année de service. Qui va être l'indemnité que l'employeur va verser à l'employé. Les recours, donc, évidemment, la CNSST, comme on l'a vu, la personne logé une plainte, donc la CNSST, le tribunal qui est chargé d'entendre le tout, c'est ce qu'on appelle le TAP, le tribunal administratif du travail, division relations de travail, puis il y a une division aussi santé-sécurité, mais ça va être la division relations de travail. Et si vous voulez intenter un recours à partir du Code civil du Québec, à ce moment-là, c'est devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment du montant en jeu. Je pense que c'est rendu, si je vais de mémoire, je pense que c'est 85 000
qui est Cour du Québec, sinon c'est la Cour supérieure là, qui détermine quel tribunal qui va avoir la juridiction. Fin d'emploi, donc rapidement, ouais, juste quelques points, parce qu'évidemment, donc, si jamais il y a une fin d'emploi, très souvent, comme je dis, évidemment, le tout se planifie, il y a une stratégie habituellement d'utiliser, d'implanter. Donc, c'est souvent le moment aussi d'avoir une quittance. Donc, on va approcher l'employé, on va l'informer que ça ne fonctionne pas, on va lui offrir un montant qui, quand on va regarder un peu tous les aléas de ce qu'on vient de voir, qui l'employé pourrait poursuivre, mais ça prend 2 ans, il y a l'obligation de tenter de se retrouver un nouvel emploi. Si pas gagner ailleurs, va diminuer. Donc, tout le monde va un peu mettre de l'eau dans son vin, comme on a dit, va faire un bout de chemin. Et il va y avoir une entente. Donc, point par contre, important là, de se rappeler, c'est le volet de la clause de non-concurrence. Rappelez-vous, tantôt, on en a dit un mot. La quittance peut être l'opportunité de rajouter des clauses restrictives. Ben, je vais rajouter des réitérés s'il y en a, parce que si la fin d'emploi fait l'objet, par exemple, d'un licenciement ou d'un congédiement contesté, on pourrait se retrouver avec le fait que la clause de non-concurrence est inopposable. Alors que s'il y a une entente, ben, elle est réitérée tout simplement. Donc, ça peut être une opportunité là, dans le cadre de la quittance. J'ai mis juste un exemple. Je ne dis pas que c'est le bon exemple à suivre, mais là, c'est une question d'école de pensée. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir des quittances de 4-5 pages, là, que j'appelle souvent quittance avocat / notaire, qui fait peur, qui dit 27 fois la même chose de manière, qu'on renonce, on renonce, on renonce. Donc, ça peut être, des fois, ça fait partie de la stratégie, évidemment, dans l'approche avec la personne visée. Mais dans la lettre, vous n'êtes pas obligé de mettre les motifs. Là, c'est une question de stratégie, de psychologie. Est-ce qu'on aime mieux les mettre? On n'aime pas mieux les mettre? Parce qu'évidemment, l'individu va partir avec ça, va informer son conjoint, sa conjointe qui a perdu son emploi, va peut-être, l'autre personne va vouloir voir la lettre. Si on a écrit plein de choses dedans, bon, parce qu'il faut toujours évaluer, bref, le dossier. Mais vous n'êtes pas, en vertu de la loi, tenu de mettre les motifs. Donc, ça peut être aussi simple que pour les motifs, amplement discuter. On a d'autres choix que de mettre fin à votre emploi. Ça s'arrête là. Et si on veut, là, il n'y a pas d'obligation. Évidemment, si la personne a volé, vous n'allez rien lui offrir. Mais si on veut offrir quelque chose pour essayer d'avoir une entente à l'amiable et de garder une relation harmonieuse, vous pouvez à ce moment-là donc offrir un montant X, Y, Z. Le tout est conditionnel à la signature de l'entente. Puis l'entente peut être aussi simple un peu là, que vous voyez. L'employé accepte les modalités puis renonce, ce que je dis moi à peu près à tout ce qui existe sur la planète Terre contre l'organisation. Si la personne accepte et comprend bien les modalités, là, il n'y a rien de complexe, ben, ça clôt le dossier, puis à ce moment-là, ça met fin à tout litige potentiel. Et ça fait le tour. Je n'avais pas de questions. Je sais, beaucoup d'infos, évidemment, en peu de temps, mais je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou s'il y en a, ça me faire plaisir. Ou sinon, on se revoit demain. Et, merci de votre écoute et espérant que le tout a été aussi limpide que possible. Merci. 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 C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci. 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 Je te l'avais dit. Mais là, Sylvie, on a vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la vérité. Appelle-la.
nothing else, là, mais bon.